TVL lance sa campagne de dons pour l'année 2025. Participez maintenant. TVL, la liberté à tout prix. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 3 invités au lieu de 4, je vais vous expliquer, et 2 sujets, des coups de gueule et des coups de cœur. Alors, les 3 invités, Tariq Dali, bonjour. Bonjour. Jacques Georges. Bonjour. Ok, et Philippe Pasco, l'homme au chapeau. Bonjour. Et malheureusement, il y a un 4e invité qui est resté chez lui parce qu'il a oublié que l'enregistrement se faisait le mercredi. On lui en veut pas pour cette fois-ci, mais il faudra pas que ça se reproduise. À très vite. Patrick. Allez, les sujets. Les sujets, c'est Donald Trump, élu. Élection d'ailleurs pas si raz-de-marée que prévu. Après le dépouillement des grandes villes, on est plutôt à 50%. Enfin, globalement, il est élu avec les votes populaires et les grands électeurs. Il n'y a pas de raison de revenir là-dessus. Et on va regarder là, cette fois-ci, ses premières nominations. Il a jusqu'au 20 janvier pour les faire. On va pas mal parler de ça, et particulièrement d'Elon Musk et de sa présence au gouvernement. Et le 2e sujet, c'est Marine Le Pen, le Rassemblement national, anciennement Front National, qui a eu un procès concernant les assistants parlementaires, avec des réquisitions qui sont très sévères et qui peuvent aboutir à une incapacité de se présenter, ce qu'on appelle de l'inéligibilité. Là aussi, on va revenir. Donc, rendez-vous dans 2 secondes pour le premier sujet. Alors, premier sujet, c'est Trump. Élection du 7 novembre. Une passation de pouvoir qui est quelque chose d'assez inouï. En France, c'est pif-paf, j'ai envie de dire. En 3 jours, le président s'en va et le prochain le remplace. Aux États-Unis, c'est une période qui dure environ 2 mois, un petit peu plus, qui a duré beaucoup plus longtemps. C'est à cause, j'adore la politique américaine parce qu'on apprend des choses. C'était à cause des moissons, à cause enfin les moissons, je sais pas, mais dans tous les cas, du rythme agricole. Mais globalement, ça aboutit à une chose, c'est que la passation de pouvoir entre les 2 présidents dure des semaines et permet au nouveau président, et c'est exactement ce qu'on voit actuellement, au nouveau président d'aller vers les nominations. Il a la possibilité de nommer 4000 personnes, c'est ce qu'on appelle le système des dépouilles, on a tous étudié ça à l'école, et il est en train de le faire, et il a annoncé ses premières nominations. Et sa première nomination, la plus emblématique, c'est Elon Musk. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et je voudrais savoir qui veut s'y coller sur Elon Musk en premier. Elon Musk et les nominations, parce qu'elles sont assez polémiques quand même. Bon, oui. On peut s'attendre à ça avec Trump en même temps. Jacques. Personne ne sera surpris de voir que Trump fait du Trump. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense ce qu'il dit, et qui fait ce qu'il dit. Ça, on n'est pas habitué à ça en France. Et c'est l'anti-dédiabolisation. C'est ça qui me plaît, moi, chez Trump. C'est le style viril. C'est le style j'y vais franco, et je ne négocie pas sur mes objectifs. Ça, moi, ça me plaît personnellement. Et en plus, il y a une virilité, il y a une audace auquel on n'est pas habitué en France. On est quand même là chez des brutaux, un petit peu. Quand, par exemple, la nomination d'Elon Musk au Doge, là, je crois que ça s'appelle le... Oui, alors ça c'est l'acronyme... Department of Governmental Efficiency. C'est quand même ça, j'aimerais bien, franchement, il y a un sujet là. Pour la France,
pour les États-Unis aussi, mais pour la France. Alors je rappelle que les États-Unis ont un déficit budgétaire qui est encore pire que le nôtre, et un endettement qui est encore pire que le nôtre, puisque c'est 132% du PIB. Ok. Alors il y a besoin. Très bien. Il a besoin d'un Trump, oui, c'est sûr, pour augmenter le déficit, c'est Alors, sûr. Philippe. Tu ne m'en voudrais pas si j'ai pas le même avis que vous. Hein. Mais on n'est pas surpris, Philippe. Trump, je pleure. J'ai l'impression plutôt que maintenant c'est la politique du pognon, puisque en fin de compte, il nomme autour de lui les gens qui lui ont donné beaucoup d'argent. Et on parle plus forcément des compétences. Donc on est prêt à prendre n'importe quoi du moment qu'ils sont crachés au bassinet. On prend. Elon Musk, s'il l'a pris, c'est uniquement parce que c'est un de ses plus gros soutiens financiers. 100 millions de dollars Ce qui est pas de mal. contribution pour une campagne. Officiel. C'est gigantesque. Hein. Officiel. Comme d'habitude, hein. Okay. Parlons de l'iceberg. Donc je pense que c'est plutôt le fric plutôt que les compétences, et moi ça me fait très peur pour l'avenir. Ok, mais n'oubliez pas quand même que M. Trump, c'est quand même celui qui a envoyé des innocents se frotter contre la Maison-Blanche pour essayer de rentrer dans le Capitole, et qu'il a même pas assumé, puisqu'il a laissé condamner. Il a laissé condamner les petits copains qu'il avait envoyés, en lui disant « non, moi j'ai rien dit », alors que toutes les preuves sont là, que c'est quand même lui qui a fomenté, entre guillemets, un coup d'État. Moi, j'ai du mal avec ce genre de personnage. Tu as la réputation de quelqu'un de bon, un bon cœur. Là tu es un peu méchant. Je trouve que tu es un peu partial et un peu méchant. On va revenir là-dessus parce que sur l'image d'un décideur déterminé, viril, on va dire, n'est pas du tout partagée par Pascal. On revient... Philippe, excuse-moi. Pas grave, Christian. Merci beaucoup. Merci de me remettre à ma place. On a un petit coup derrière la nuque, ça fait toujours du bien. Alors Tariq, que j'ai déjà appelé, je sais plus comment. C'est pas grave. C'était horrible. Je ne vais pas paraphraser l'ami Jacques, mais bon, je vais dire effectivement, moi aussi, je me réjouis de l'élection de Trump. Pour ce qui concerne l'histoire de l'attaque du Capitole, machin, truc bidule, d'abord lui dire que c'est lui qui a fomenté, j'attends de voir. Mais surtout, ceux qui ont été condamnés, ils attendent bien qu'ils soient graciés. Donc ça, c'est déjà, je pense que ça va aboutir. Mais est-ce que ça, c'est pas un des premiers conflits d'intérêts auxquels on a affaire? C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont été condamnés pour le défendre, et lui va les gracier. Si vous voulez, vous avez dit tout à l'heure, en introduction de l'émission, vous avez dit tout à l'heure que Trump, c'était pas un raz-de-marée, etc. Alors je tiens à préciser que le décompte n'est toujours pas terminé. C'est vrai. Il y a... Alors, aujourd'hui, c'est les grandes villes et elles sont plutôt démocrates. Voilà, bon, donc, c'est intéressant. Non, mais ce qui veut dire que si le décompte prend du temps, c'est que c'est la méthode américaine qui nous paraît très exotique, mais qui a abouti à... Voilà. Mais ça n'a pas changé quoi que ce soit sur les grands électeurs. Ça ne changera pas. Ça n'empêche pas qu'il a gagné. Non, mais justement, c'est important. En trichant. Mais il n'a pas triché du tout. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, mais je voudrais dire quand même deux mots. Grosso modo, Trump a fait 77 millions de voix, c'est-à-dire 3 millions de plus qu'il y a 4 ans. Et Kamala Harris fait 2,5 millions de voix de moins, c'est-à-dire grosso modo 9 millions de voix de moins que Joe Biden. Bon, je ne reviendrai pas sur cette histoire-là. Où sont passés ces 9 millions d'électeurs? Est-ce qu'ils ont existé en 2020? C'est une autre question. Maintenant, sur le sujet des nominations, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Jacques lorsqu'il dit que voilà quelqu'un qui dit ce qu'il va faire et quand il arrive au pouvoir, il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. On n'a pas l'habitude, mais je trouve que c'est plutôt ça la démocratie. Oui, vous trouvez ça frais, en fait. Mais bien entendu, vous êtes élu et on fait ce pourquoi vous êtes élu. Et alors, effectivement, vous parlez d'Elon Musk. Alors moi, ça me dérange pas, moi, qu'Elon Musk soit un milliardaire. Moi, ce que je veux, c'est des gens compétents. Et là, vous faites un procès d'intention en disant qu'il nomme des gens qui l'ont aidé. Bah oui, il nomme les gens. De toute façon, c'est le système des dépôts, le spoil system. C'est comme ça, on nomme les gens qui vous ont aidé pour faire la politique pour laquelle vous avez été élu. Et en l'espèce, c'est pas nouveau. Hein. Exactement. Elon Musk, c'est quand même celui qui défend la liberté d'expression. Pour moi, c'est cardinal, et il y en a de moins en moins. Vivek Ramaswamy, c'est celui qui coupera dans les dépenses nuisibles. Oui. Robert Kennedy, c'est celui qui devrait mettre au pas les cinglés qui voulaient nous vacciner de force et nous enfermer sous cause de virus. Moi, je trouve ça très bien. Et il y a Christine Neum, gouverneure de Dakota du Sud, qui a refusé de séquestrer les gens sous prétexte de virus dans le Dakota du Sud. C'est celle qui a flingué son chien ? Non, c'est pas elle qui a flingué son chien. Il y en a une qui a flingué son chien. C'est pas elle. Non, elle est gouverneure. C'est elle qui avait refusé. Ça faisait partie des gouverneurs des États qui ont refusé les séquestrations, les machins, etc. Moi, je trouve ça
très bien. Le type, il a été élu pour faire ça. Il a dit, c'est très bien, moi j'attends qu'il fasse ça. D'abord, je suis pas sûr qu'il a. D'abord, je suis pas sûr. On va laisser Philippe. J'ai oublié Robert. J'ai parlé de Robert Kennedy aussi, pareil. Voilà, la santé. Je suis pas sûr qu'il a annoncé le nom de ses ministres, entre guillemets, avant les élections. Mais mon problème que j'ai par rapport à Trump, c'est qu'on est en train de passer d'un côté de l'aiguille à l'autre côté complet. Je suis en partie d'accord avec ce que tu as dit sur le fait qu'on nous a obligés à nous vacciner, etc., etc. Mais si on passe de l'autre côté sur un libéralisme à outrance, ça va pas être mieux. J'ai pas parlé de libéralisme, je vais parler de la liberté. Or, c'est les libertés qui sont menacées dans notre pays aujourd'hui. Le problème de la liberté, c'est souvent que les gens confondent c'est pas tellement le libéralisme, c'est presque des libertariens qui arrivent au pouvoir. Hein. Le vice-président J.D. Vance, c'est quelqu'un qui faisait partie de fonds d'investissement financés par la Silicon Valley, et beaucoup des milliardaires de la Silicon Valley sont des gens qui sont libertariens. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ils veulent beaucoup moins, voire pas du tout d'État. Ils veulent pas de nationalité, et ils veulent une dérégulation complète de l'économie et du pays. Encore une fois, je peux être d'accord si les gens étaient raisonnables. Dans tous les endroits où on ouvre trop la porte au libéralisme, etc., à outrance, ça devient du libéralisme à outrance. Si les gens étaient raisonnables et consciencieux, moi, j'ai aucun problème. Je suis pas contre les riches. Je suis pas contre les gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils travaillent beaucoup. Je suis juste sur le fait qu'il y a des gens qu'à un moment donné, ils en profitent pour ne plus partager du tout. Et qu'on se retrouve avec des sociétés où il y a quelques-uns qui ont beaucoup de pognon et tout le reste de la société qui est en train de crever. Les États-Unis, excusez-moi, la sécurité sociale aux États-Unis, c'est pas terrible. Que ça soit Biden ou que ça soit, etc. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes puisque Elon Musk... J'ai pas fini. Les avortements... qui est quand même un progrès pour la femme. J'ai peur qu'avec Trump... que l'avortement soit un progrès, mais c'est aux femmes... Et que ce soit un thème de campagne... non, c'est quand même un des thèmes de campagne de M. Trump. C'est un contre-thème de campagne. Où il va justement verrouiller les choses. Et ce que je constate une fois de plus... Il ne verrouille rien du tout. Ils vont verrouiller. Pour l'avortement... Non, je suis pas d'accord, il verrouille rien du tout. Au contraire, il donne la liberté aux États de décider eux-mêmes, c'est-à-dire aux électeurs. Et non pas chez nous, aux juges. C'est totalement différent. J'en connais un autre qui fait ça. On va en parler largement avec le cas Rassemblement National. Exactement ce que je pense surtout, aussi. Alors bon, donc tout va bien. Mais quand même, il y a tout de même un point. Là, on a l'air de dire les méchants, les méchants Trumpiens, c'est quand même un petit peu moins bien que les vertueux démocrates, etc. En fait, les démocrates, je crois qu'il y a rien de nouveau finalement dans le cynisme. C'est partagé des deux côtés. La corruption, c'est des deux côtés. Je pense que de ce point de vue-là, il y a un niveau égal. Et on est bien d'accord. Bon. Donc là-dessus, c'est... Oui, mais c'est pardon, je vais vous donner des cas concrets. Il y a moins d'hypocrisie, c'est tout. Simplement, c'est ça. C'est un effet de l'hypocrisie. Ça, c'est vrai. Alors là aussi, on peut en parler. Il y a moins d'hypocrisie, c'est pas vrai. Je veux dire, moi, les Américains, je pense que c'est un système que je ne supporte pas, que ce soit Trump ou que ce soit Harris. Ou quelque part, c'est des gens qui jouent les vertueux et qui vous balancent des guerres partout pour faire du pognon et qui vendent des cigarettes à outrance. Alors démocrates, là, pour le moment. Non, mais qui jouent les vertueux. Trump, il n'a jamais dit qu'il ne s'est jamais vanté de Trump. Trump, il fait pas de moraline, justement, lui. Il fait pas de moraline, il fait pas la morale. Il dit ce qu'il fait. Je parle du système américain. Comment ? Je parle du système. Le système américain étant intangible ou avec des variations faibles selon quand tu dis que c'est des gens, les intérêts sont les mêmes et les comportements sont fondamentalement les mêmes. Le principe de base de l'Amérique, c'est le pognon. Donc on lutte, officiellement on dit qu'on est contre la pornographie et en fin de compte, c'est les plus grands fournisseurs de films porno. Officiellement, on interdit aux gens d'avoir des cigarettes. Rappelez-vous Lucky Luke. Rappelez-vous Lucky Luke, qu'ils ont changé tous les films en lui mettant une paille dans la bouche parce qu'ils voulaient plus une cigarette. Et c'est les plus gros vendeurs de drogue. C'est des gens, c'est Américains qui sont pour la paix dans le monde, hein. Vraiment. Quand tu les entends, que ça soit d'un côté les démocrates ou les conservateurs, ils sont vraiment pour la paix dans le monde. Mais c'est les plus grands vendeurs d'armes au monde. Exactement, jusqu'à plus ample informé, ce sont plutôt les démocrates qui ont déclenché les guerres au cours des 50 dernières années. Je ne dis pas démocrate, il y a deux présidents qui n'ont déclenché aucune guerre au cours des 40 dernières années. La grande différence, c'est Reagan et Trump. La grande différence, c'est que moi, je ne parle pas de démocrates ou de conservateurs, je parle de système. Je parle du système américain. Et que ça soit les démocrates ou que ça soit les conservateurs, de toute manière, ils vont utiliser ce système à mauvais escient. Je voudrais qu'on aborde deux sujets. Pour moi, le sujet de la plutocratie, c'est-à-dire du gouvernement par les riches, est-ce qu'il ne se pose pas avec l'arrivée d'Elon Musk dans un ministère dont certains estiment qu'il est très utile, c'est-à-dire faire baisser les dépenses de l'État, sachant qu'il s'engage à les baisser de 2000 milliards de dollars et que la plupart des spécialistes disent « mais on ne voit pas où il va les trouver ». Oui, ce qui voudrait dire, ce qui aboutirait à couper
ce dont parlait Philippe, ce qu'on appelle le Medicare, c'est-à-dire les écoles, mais c'est-à-dire surtout les soins sociaux pour les plus bas régimes, pour les très pauvres aux États-Unis, et Dieu sait s'il y en a. Est-ce que ça vous pose pas problème? Et à se faire du mal à lui-même, d'ailleurs, accessoirement. Parce que... C'est-à-dire aux gens qui votent pour lui? Non, à ses propres affaires, d'ailleurs. Bon, peut-être que Musk est pas tellement soupçonné. Ça va faire partie des problèmes. Problèmes. Certains le disent. Oui, mais si 10 ou 15%, s'il perd 10 ou 15% de sa valeur, mais c'est pas le cas. Pardonnez-moi. Mais non, ça sera pas le cas. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple d'un gouvernement français où ministère de la Défense arrive à Dassault. Est-ce que vous n'allez pas être les premiers à vous lever en disant conflit d'intérêts, c'est absolument impossible, que le donneur d'ordre soit celui qui fabrique les avions? On est bien d'accord. Eh bien, là, est-ce qu'on n'est pas exactement dans ce cas? En France, il y a une votre loi. Indulgence, messieurs, puisque je me tourne vers... En France, il y a une loi où les élus, on ne peut pas être juge et partie. Oui. Donc voilà, à partir du moment où il y a un conflit d'intérêts flagrant, on peut. En France, il y a encore. C'est pas le cas avec Elon Musk. Mais le problème, c'est qu'ils s'en foutent là-bas. Mais Elon Musk, c'est un homme. Non, je crois qu'Elon Musk est un homme libre, comme d'ailleurs Trump lui-même. Ils sont friqués et ils se foutent du fric. Ça, je pense. 500 millions ils sont libres, Tesla. parce qu'ils sont friqués. C'est Charles Gave en France, c'est un petit peu ça aussi, à une autre échelle. Ce sont des gens qui sont suffisamment friqués pour dire ce qu'ils pensent et pour agir librement. Et ça, je trouve que ça, c'est pas mal. Oui, mais Jacques, il a eu 500 millions de dollars de prêts de l'État pour commencer Tesla. Quand on est libre, on refuse l'argent de l'État, surtout si c'est pour le critiquer après, non? Peut-être, j'en sais rien, je ne connais pas. Mais la réussite de Tesla est extraordinaire. Il vaut mieux prêter 500 millions à un type qui fait Tesla et qui les a remboursés largement avec ses impôts depuis longtemps, plutôt que les mettre à fond perdu comme on fait chez nous, avec des aides à ceci, des trucs à cela, etc. Moi, je suis désolé. Ça vous dérange pas qu'Elon Musk, qui bénéficie des commandes publiques pour SpaceX, d'ailleurs, système qui fonctionne très très bien, quand on compare à la NASA. Voilà, exactement. Si n'est pas SpaceX, la NASA ferait pas ce qu'elle fait. Sauf que le donneur d'ordre, les États, l'État américain ou les agents spécialisés, va se retrouver régulé par un type qui bénéficie de ses commandes. Alors là, Moi, je suis étonné par votre mansuétude. On revient. Tu soulèves une question quand même qui est vraie quand même. Je pense quand même que là, il y a quoi qu'il fasse. Il va se trouver quand même en difficulté parce qu'il va se faire du mal à lui-même, presque obligatoirement. Et s'il ne s'en fait pas, et s'il ne s'en fait pas, s'il ne s'en fait pas, ce sera pire parce qu'il sera soupçonné d'être jugé parti. Donc, de toute façon, c'est pour ça que beaucoup disent que l'alliance Trump Elon Musk durera ce que ça durera. Oui. Et ça, je le pense aussi, franchement. Ça, je l'ai mis à l'agenda d'aujourd'hui, effectivement. C'est très intéressant. Je pense qu'ils vont bien s'entendre. J'en sais rien, mais... Pour quelle raison encore une fois, pour des raisons d'argent. Ce qui est très intéressant... À partir du moment où il y a du profit à faire, ils vont bien s'entendre. Ce n'est des gens qui ne pensent que profit. Ils ne pensent pas partage. C'est aussi un problème. C'est le système américain. Oui, si ça rapporte de l'argent, je m'en occupe. Si ça rapporte pas d'argent, je m'en occupe pas. Est-ce qu'on peut pas penser qu'ils peuvent éventuellement avoir des idées un peu plus hautes ou une philosophie un peu politique? J'y crois pas une seule seconde. Déjà en France, c'est pas terrible. Alors. Non, mais Philippe a dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il pense pognon, il pense pas partage. Oui. Mais deux choses. Est-ce que déjà vous pouvez leur faire crédit de penser quand même aussi à l'avenir des États-Unis? Le problème, c'est qu'en France, on ne pense que partage. Moyennant quoi, on est le pays le plus soviétisé du monde, on paye les pires impôts du monde et rien ne marche. Donc si, c'est clair. Je l'ai pas inventé. Rien ne marche, c'est peut-être à nuancer, non? Si, à l'administration fiscale, ça marche très bien. C'est pas si terrible que ça. Mais les hôpitaux, ça marche pas. C'est pas si terrible que ça en France quand même. C'est un désastre. Moi qui ai un petit peu voyagé. C'est un désastre. Mais moi, je suis content de payer des impôts. Ce qui me gêne par rapport à cette règle, c'est qu'ils sont mal utilisés. Mais moi, je veux bien même payer plus d'impôts si ça sert à la collectivité. Si les hôpitaux marchent. Mais vous savez bien que ça sert pas. C'est ça le problème. Et là, vous contestez aux États-Unis le fait de penser profit. Ils pensent profit, mais je fais crédit à Trump, Musk, etc., de s'intéresser à l'avenir des États-Unis. Je pense pas profit. Je dis simplement qu'aux États-Unis, le système américain fait que tant que tu es en bonne santé et que tu gagnes de l'argent, tu vas bien. Le jour où tu as le moindre pépin,
Au bout de 3 mois, si jamais tu chopes une maladie. Si vous voulez me faire dire qu'il faut s'assurer un privé, alors qu'ici c'est pris par la collectivité, etc. Mais c'est pire que ça. C'est parfaitement là-bas, exact. Je suis d'accord. Les moyens de payer cette assurance, ce qui n'est pas le cas de dizaines de millions d'Américains qui bénéficient du Medicare qui est lamentable. Les assurances sont payées par les patrons. Si tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'assurance. Et les patrons en général prennent des assurances minimum. Mais regarde aux États-Unis, et moi c'est le système que je critique. Tu vas bien, tu as une maison, etc. Tu chopes un cancer. Tu vends tout. Tu vends ta maison. Tu vends tout, non, tu vends tout. Tout. Et tu te retrouves à payer des dettes pour soigner ton cancer, à payer pendant 20 ans. Non, mais nous sommes c'est ça l'Amérique. Sauf si tu as beaucoup d'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas dire qu'on va importer en Europe le modèle américain. C'est totalement différent, et je suis bien d'accord sur le fait qu'il y ait beaucoup de Français qui ne pourraient pas vivre là-bas. Mais enfin, c'est le modèle qu'ils ont choisi. C'est-à-dire les Américains ont choisi ce système-là. Ils ne veulent pas... Mais si. Les Américains... Tu sais que tu parlais d'impôts. Quel est le pays qui payait le plus d'impôts à un moment donné? C'est l'Amérique. 90%. C'était Roosevelt. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a donc... c'était en 2008, ça a fait 16 ans. C'était pendant la campagne de John McCain. Je tombe sur un représentant du Parti républicain à Paris, et puis on discute de trucs, de machin, et il me dit l'Obamacare, c'est quand même emmerdant ce truc-là, ça va nous coûter les yeux de la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai filé ma fiche de paye, et je lui ai dit l'Obamacare, si vous voulez avoir ça en France, si vous voulez avoir ça chez vous, voilà le truc. Le mec il regarde la fiche de paye, il regarde, il me dit c'est quoi ça? Ah ben je dis ça, en haut c'est mon salaire officiel, en bas c'est ce qui me reste. Il me dit à droite c'est ce que l'employeur paye en plus. Ah oui. Il me dit paye ça, plus ça, oui. Et il te reste ça, vous voyez? Il me dit ça, c'est après impôt. Ah, je dis non. Voilà. Bon, donc si vous voulez, les Américains ne veulent pas de ce système. Donc voilà, on va pas leur reprocher. Donc maintenant, voilà. Maintenant, effectivement, je ne dis pas que je veux du système américain. Je parle de Donald Trump et je dis que c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut changer d'angle? Je voudrais juste vous faire changer d'angle. On va revenir au fiscalo-social, là. C'est plus le sujet. Mais on va revenir sur une des demandes de Trump. On va légèrement dépasser le temps, mais de 2-3 minutes, ça, on va très bien le gérer. Trump a demandé, puisque vous savez que beaucoup de nominations, pas toutes, mais beaucoup de nominations doivent être validées par le Congrès. Oui. Donc il y a des commissions d'enquête, ce qui est assez logique, sur le passé des gens, des questions de morale, et puis pas seulement. Mais sauf qu'il demande à ce que beaucoup des gens qu'il nomme soient court-circuités et ne soient pas soumis à ces commissions d'enquête. Ça vous choque? Ou finalement, dans le mythe du décideur déterminé, ça vous convient, Jacques-Georges? Non, moi je crois que c'est une manière pour lui de tester la fidélité, la conviction de ses partisans. Voilà. Et c'est bien dans le style de Trump, et moi ça me plaît d'ailleurs assez. C'est un ballon d'essai. Oui, c'est un ballon d'essai. Voilà, mais ça vous choquerait qu'aucune nomination passe par le Congrès, ou finalement... Moi, je pense que c'est une bonne procédure, qui d'ailleurs existe aussi au niveau européen, mais n'existe pas au niveau français, je le signale. Il y a quand même une commission d'enquête sur les ministres avant nomination, en France, absolument, pour connaître leur patrimoine. Oui, enfin, c'est pas si simple. Là-dessus, c'est un autre sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Okay. Mais enfin, en tout cas, je pense que c'est un acquis démocratique excellent, et quelque chose qui va dans le sens de la transparence, qui existe au niveau américain, qui doit exister naturellement, qui existe au niveau européen, ça c'est pour les souverainistes, et qui n'existe pas encore au niveau français. Voilà. Okay. Bon, et si Trump veut faire quelques exceptions, c'est pour tester sa majorité. Voilà, c'est ce que je pense. Analyse politique, que je comprends. Je suis d'accord avec Jacques. Je pense qu'ils vont tous passer au Sénat. Bah oui, vous êtes les deux. Duponté. Moi, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il ne veut pas placer quelques aigres fins? Il y a des gens qui passeraient pas le test, en gros. Ben voilà, donc c'est bien, je veux placer quelques aigres fins. Moi, je trouve pas ça très correct. C'est une interprétation pas favorable, mais ça existe. Jacques, c'est juste une interprétation de fait. Non, c'est possible. À partir du moment où tu dois te présenter et monter patte blanche quelque part pour pouvoir accéder à une chambre, si, entre guillemets, tu refuses que la personne que tu montes patte blanche, c'est que quelque part, elle a une patte noire. Oui, mais il y a les règles. Sinon, pourquoi tu ferais ça? Mais la règle, il va pas changer la règle, il va changer la pratique de la règle. Il peut faire ça comme une épreuve de force. Non, mais tu la fais pas là.
Tu fais pas en disant laissez-moi passer le monsieur qui est un violeur parce que lui je veux pas qu'on le contrôle. Ouais. Non, je suis désolé si tu fais pas ça. Si tu fais ça, c'est quelque part le type il a une patte noire. Cette conversation, je suis un peu étonné. Parce que ce sont des sujets qui concernent les Américains. Moi, ce qui m'intéresse, je suis content de la victoire de Trump parce que je pense aussi que ça va être une bonne chose pour l'Europe, pour la planète entière. Mais ça, ce sont des considérations qui intéressent les Américains. C'est à eux de voir. Enfin, moi, non, ça nous intéresse quand même. Si jamais tu mets des aigrefins au pouvoir et qui prennent des décisions, il y aura des conséquences. Parce qu'il n'y a pas d'aigrefins au pouvoir. Ah, mais j'ai pas dit. Je pense que vous êtes bien placé pour reconnaître. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas en France. On a des bons nids. Mais c'est pas parce qu'il y a chez nous. Mais j'ai pas envie de donner des leçons aux Américains. Ah, mais je j'ai pas envie de donner des leçons aux Américains. Je donne mon avis. On peut aussi imaginer qu'il y a un système politique améliorable et que ce système. Le système, c'est ce que je voulais dire. Être un exemple. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure lorsque vous avez dit l'histoire des conflits d'intérêts. Je voulais dire deux mots. Il vous aura pas échappé que le mandat présidentiel américain est très court. Il y a cette période de 3 mois qui autrefois était de 6 mois, d'ailleurs c'est Roosevelt qui l'a avancé, et que tous les 2 ans, on renouvelle la totalité des députés et le tiers du Sénat. Donc tout ça c'est fait justement pour qu'on ne s'accroche pas au pouvoir, que l'État fédéral n'ait pas un pouvoir exorbitant sur les États et que l'essentiel, il faut le savoir quand même, l'essentiel de la vie quotidienne des Américains est régi par ce qui se passe dans les États. Absolument. Donc voilà, dans les comtés. Si vous voulez, moi je veux, s'il y a un conflit d'intérêts, ça ne durera pas très longtemps, ça durera le temps du mandat de la Chambre des représentants. Voilà. C'est un bon argument. Je suis tout à fait d'accord avec. C'est une manière aussi de dédramatiser pour ceux qui sont contre Trump en disant ça va durer X années. Sans compter que l'intention prêtée à Trump de court-circuiter l'accord du Sénat, ça je serais curieux de la vérifier. Hein. C'est une déclaration d'intention ou c'est une invention peut-être des journalistes? C'est lui qui l'a dit, je crois. Non, mais je crois que Jacques a raison. C'est-à-dire, c'est pour tester son Sénat. Il y a 53 sénateurs. Il y a 53 sénateurs républicains. Il n'a pas envie d'en perdre 4 ou 5 pour des raisons X, donc il tient sa majorité, c'est tout. Allez, de trahison précédente. Hein. Voilà. Pardon. Faire de la politique, c'est expérimenter la trahison quasi quotidienne. Allez, on a fini. On a débordé de 5 minutes. J'ai une recommandation à vous faire, et peut-être que ça vaut pour vous. Si vous avez Netflix, il y a une série qui est très intéressante qui s'appelle La Diplomate. Voilà. Et qui raconte les dessous du monde diplomatique américain. C'est assez sympa. C'est un peu romancé, mais c'est assez sympa. Et ça me rappelle une série qui, pour moi, est mythique, qui s'appelait À la Maison Blanche, The West Wing, et qui, de beaucoup d'avis, est exemplaire sur la vie américaine démocratique et les négociations entre la Maison Blanche et les diverses chambres pour faire passer des lois. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Ça, c'était exceptionnel, mes petits goodies du jour. Et on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Rebonjour. Les réquisitions au procès du RN ex-FN contre Marine Le Pen, les grands élus. Je vous rappelle l'histoire. C'est une histoire d'abus financiers qui serait liée aux assistants parlementaires du Rassemblement national, donc en Europe, qui auraient été payés alors qu'ils travaillaient, avec l'argent européen, alors qu'ils auraient travaillé pour le parti ou pour des élus locaux. Voilà, je vous la fais très court, je suis certain qu'il y a des manques, mais globalement, les réquisitions, qui ne sont pas les condamnations, les réquisitions aboutiraient à des peines d'inéligibilité. Je savais, absolument, personne n'y arrive, je savais que j'allais savonner. Je vais la refaire. D'inéligibilité. L'ai-je bien descendu? Okay. D'inéligibilité, je vais m'en gargariser toute l'émission. D'inéligibilité, donc, contre Marine Le Pen, contre Louis Alliot, contre un certain nombre de parlementaires, et surtout le gros dommage, c'est que ça empêcherait Marine Le Pen de se présenter aux élections présidentielle de 2027. Moi, je voulais savoir si ça vous semblait poser problème démocratique, problème politique, ou si finalement, avec ce qu'a demandé le Rassemblement national et beaucoup d'autres partis politiques, qui est des peines sévères contre les dealers, contre les politiques qui ont fraudé,
Cahuzac, par exemple, est-ce que finalement, c'est pas le retour à l'envoyeur? Voilà. Tariq Dali. C'est exactement ça. Le problème, c'est quand même l'incompétence, la démagogie de parlementaires qui votent n'importe quelle loi tous les 4 matins sous la pression des médias. Il y a un fait divers, une loi. Donc on a voté des lois, des trucs, des machins qui s'accumulent. On a des lois tous les 4 matins, des lois liberticides. Et voilà où on arrive. Donc effectivement, le procureur en question, on peut dire qu'il a poussé, il a exagéré dans ses réquisitions. Mais enfin, il dit la loi. Je ne parle pas de sa partialité avouée à propos d'un prévenu contre lequel il n'avait pas de preuves. Vous parlez dans ce procès-là. Voilà, dans ce procès-là. Okay, ça, c'est une autre question. Mais voilà, donc on ne peut pas reprocher. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le président du groupe des socialistes européens de l'époque, un certain Schulz, qui a soulevé ce truc-là. Les juges français se sont jetés dessus avec gourmandise. Ils se sont dit, on va en avoir un. Sachant qu'il y a le RN et le MoDem également. Le MoDem, alors oui, le MoDem c'est une autre affaire, c'est-à-dire que c'est la même affaire, mais il y a une certaine mensuétude pour le MoDem. Est-ce qu'il y en aura une pour le RN? J'en sais rien, mais je veux même pas rentrer là-dedans. Je dis que c'est les lois qui sont stupides, on fait des lois tous les 4 matins. Moi, je suis stupéfait. C'est-à-dire, donc c'est quoi le truc? C'est qu'on reproche aux assistants parlementaires du RN d'avoir travaillé pour des députés RN, mais pas sur les questions qui concernent le Parlement européen. Et d'avoir fait, parce que la loi européenne, et au moins l'usage, requiert la présence de ces assistants sur place à Strasbourg et à Bruxelles. Ouais. Or, on a des badges qui prouvent qu'ils n'étaient pas là. Donc voilà, donc ça veut dire que on avalise le fait que matin, midi et soir, il y aura des agents de la Stasi qui vont venir vérifier si mademoiselle Tartampion, attachée parlementaire de monsieur Duflac, député européen, a rédigé une note qui concerne un texte ou s'il est venu ou pas. Et après, on viendra voir si les coups de fil que cette demoiselle a passé étaient justifiés par l'Europe ou pas. Et des juges avalisent de tels raisonnements. Ils ont fait le coup il y a 7 ans. Ils ont fait le coup il y a 7 ans en torpillant la candidature de Fillon, et on est en train d'essayer de refaire la même chose. Moi, j'en ai assez que ce soit les juges qui fassent la démocratie. C'est insupportable. Merci. Alors, Philippe Pasco. Juste une petite rectification, Tariq. C'est pas les juges qui font la démocratie, c'est les élus qui font des lois qui sont appliquées par les juges. C'est exactement ce que j'ai dit au début. D'accord. Mais maintenant, comment tu peux dire ça? Pour moi, ça me paraît d'une logique absolue, et je ne suis pas forcément pour le fait qu'on condamne Madame Le Pen, parce qu'on n'a pas condamné les autres. Comment tu peux dire qu'il ne faut pas de règles? Sinon, c'est trop facile. J'ai dit qu'il fallait pas de règles. Si, maintenant, puisque tu m'envoies là, tu me poses la question. Là, qu'est-ce qui se passe? Je dis qu'un député, et d'ailleurs, ça revient à l'histoire, à l'affaire Fillon. Un parlementaire, il est indépendant du pouvoir judiciaire, il est indépendant du pouvoir exécutif. Je connais la formule. Donc, il doit respecter les règles. Mais il respecte y a des règles qui s'appliquent à lui comme aux autres. Je suis navré. Un attaché parlementaire, il fait le boulot que lui demande le député. Point à la ligne. Et j'ai pas d'agent de la Stasi à vérifier. La note ceci, la note ça. C'est insupportable. Ça n'a rien à voir avec la Stasi. C'est simplement qu'on veut simplement éviter les emplois, ce qu'on appelle les emplois fictifs. C'est simplement ça. Ces gens-là se sont fait gauler, et malheureusement, eux se sont fait gauler, en étant payés sur nos deniers, c'est notre argent, pour ne pas travailler à l'endroit... Écoute-moi. Pour ne pas travailler à l'endroit du contrat qu'ils ont signé. Il travaille pour le parlementaire, c'est un attaché parlementaire. Non. Le juge n'a pas à aller voir là-dedans. Il travaille au Parlement, et ils n'étaient pas au Parlement. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que je trouve que la loi est un peu inique par rapport et que tout le monde le sait, je ne suis pas forcément Front National. Je trouve que c'est pas juste qu'on attaque Madame Le Pen, alors qu'on a laissé passer les autres. Et sur ce sujet-là, tous les partis politiques à l'époque de Madame Le Pen ont truandé. Tous. C'est une autre question. Oui, effectivement. Non, pour moi, c'est ma question. Pourquoi elle et pas les autres? Et c'est seulement mon problème. Mais je ne remets pas en cause le jugement. À partir du moment où tu as mis les doigts dans la confiture, à partir du moment où il y a des textes de loi, à partir du moment où il y a des emplois fictifs, je suis d'accord. À partir du moment où il y a des emplois fictifs, il n'y a aucune raison que ça ne fasse pas. On l'a bien fait en France et je suis très content. Moi, j'ai connu cette époque-là où des députés embauchaient leurs femmes de ménage comme assistants parlementaires. Je peux t'assurer que quand ils embauchaient leurs femmes de ménage comme assistants parlementaires ou leurs coiffeuses, c'était pas pour être assistant parlementaire. Évidemment. C'était pour servir ailleurs. C'est exactement. C'est aussi vieux que Oui, mais Jacques, c'est des règles. Donc moi, ça me gêne pas. Les règles. Ce sont des faux procès. Ce sont des fausses questions. Mais non, c'est pas des faux procès, Jacques. Si je suis embauché chez Renault et que je vais bosser chez Citroën, je suis donné, je me fais allumer. Sauf que c'est pas l'argent du contribuable. Oui, mais c'est trop facile. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit de toute façon. Merci, Jacques. Je crois pour moi, le problème moralement, c'est une
C'est une discussion sans fin et sans intérêt. Je dirais, savoir quelle est la limite qu'est-ce qui est légitime dans l'activité d'un assistant parlementaire. Ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Ce qui est du ressort du Parlement européen et ce qui ne ressort pas. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Je ne veux pas entrer là-dedans parce que c'est le début d'une inquisition permanente, de la Stasi, comme Tariq l'a dit, etc. Vous êtes en train de jouer sur les mots. On n'est pas en train de parler du fait que dans leur travail, il y avait une partie qui était machin. Non, ils n'étaient pas là. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des gens qui travaillaient pour le RN, qui travaillaient pour le FN. Mais frère X, c'est trop facile. Mais c'est qu'il soit présent au Parlement. Madame Fillon c'est là où c'est compliqué pour son mari. Oui. Madame Fillon, rappelez-vous qu'elle a été condamnée quand même. Justement, ça, sur un emploi fictif. Elle a même été problème. assistante de M. Fillon aussi quand il était député. Mais elle n'a jamais bossé pour M. Fillon. Oui, mais moi, ce qui me gêne elle était à la maison sans faire de la lecture. Ce qui me gêne là-dedans, je l'ai dit, c'est que le juge vient de mettre son nez là-dedans. Le juge, il applique des lois. Eh ben, il fallait pas les voter. C'est la première chose que j'ai dit. Je voudrais qu'on parle. Vous savez tous que ces lois qui sont très sévères pour les hommes politiques sont issues. Elles sont globales, hein. Elles ont d'ailleurs été votées par tout le monde. Exactement. Sauf, alors attention, c'est assez intéressant, sauf par le RN, parce que soit il s'est abstenu, soit il était absent. Ils étaient absents. Mais ils n'avaient pas de députés à l'époque, ils avaient 2 ou 3. Non, la question, c'est l'automaticité des peines. Je vous rappelle que les peines et le Rassemblement national, mais plein d'autres partis, disent que pour un certain nombre de faits, maintenant, il n'y a quasiment plus à passer par le juge, il faut appliquer une peine automatique. C'est très exactement le contraire de la démocratie, c'est très exactement ce que j'ai dit. J'ai dit on vote n'importe quoi sous la pression des médias. Refuse l'automaticité Pour une fois, il a raison. Et pourtant, c'est demandé par plein de partis. Oui, mais le Rassemblement national est le premier à le demander et le premier à protester. Mais je vous ai j'ai pointé, dès le début, j'ai pointé l'incompétence des parlementaires. Partis politiques. Je rappelle que tous les partis politiques sont pour que les élus aient un casier judiciaire vierge. C'est tout à fait vrai. Mais aucun ne veut signer la loi. Donc là, ça fait partie de l'hypocrisie politique. Tous les partis politiques te diront que eux, bien entendu, ils veulent de la transparence, sauf pour eux. On va parler d'un point de vue politique grave, parce que Marine Le Pen, à cause de cette loi, pourrait ne pas se présenter. Est-ce que vous ne pensez pas que là, on est dans quelque chose qui est presque inimaginable? Il y a un type qui s'appelle Victor Hugo qui disait « Personne n'est irremplaçable ». Il y a plein de gens irremplaçables dans les cimetières. Ouais. Donc je suis désolé, Marine Le Pen, c'est peut-être la responsable d'un parti politique. Si jamais elle est inéligible, tu vois, moi j'arrive à le dire parce que je l'emploie plus souvent. Oui, je n'ai pas dit inéligibilité. Inéligibilité. Eh ben, il y a des remplaçants. Non, mais là, on parle de... Vous parlez de Jordan Bardella. Non, mais on parle de conviction. Oui. Ouais. Donc si le RN a des convictions, entre guillemets, et je pense que les gens du RN ont des convictions, s'il y a un des leaders du RN qui tombe, mais c'est pas grave, les convictions sont toujours là, il y aura d'autres gens qui tombent. Et c'est partout dans tous les partis politiques. Moi, je suis pas en train de dire Madame Marine Le Pen ne pourra pas se présenter. Si elle peut pas se présenter, ça vous semble pas représenter un problème politique majeur? Mais c'est pas elle, c'est pas la politique, c'est un individu dans la politique. Eh ben on la change. Alors, Jacques Georges. Moi, je voudrais qu'on arrive au vrai sujet. Hein. Quand même, le vrai sujet, c'est le gouvernement des juges, hein, quand même. C'est-à-dire la nature de la sanction. On peut discuter. On l'a discuté d'ailleurs largement pour savoir quel est le degré de culpabilité, de moraline qu'il faut mettre dans tout ça, tout ce qu'on veut. D'accord, très bien. Mais là où ça va pas, on n'a pas encore discuté du point de savoir s'il y avait enrichissement personnel ou pas. Ça, c'est une... Et clairement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est une barrière très importante. Sauf à dire que le garde du corps est un luxe personnel et que, voilà, c'est peut-être là-dessus, mais a priori pas. Et puis surtout, la question essentielle, c'est de savoir si un juge est fondé à déterminer qui a le droit de se présenter. Et le gouvernement des juges, quand on pense qu'en France, au début de l'année 2024, le Conseil constitutionnel s'est permis de caviarder une loi votée sur l'immigration par les députés, ça c'est quand même monstrueux. C'est ça le vrai sujet. Mais c'est un peu ça le principe d'une... Il n'y a plus de limite au pouvoir, à l'audace des juges. Oui, mais la Cour... Le Conseil constitutionnel, c'est pas des juges. Si, oui, mais entre guillemets. Mais vous pouvez pas dire quand ça vous arrange.
Moi, je trouve que c'est sain, au contraire, qu'il y ait des contrôles, des barrières, etc. Après, on peut discuter, mais tu peux pas à la fois dire que c'est pas bien quand ça t'arrange pas et que c'est bien quand ça t'arrange. Mais là, tu fais un procès d'intention à notre ami Jacques. Mais sauf que il n'a pas dit que ça. Je vais ajouter une louche. Je vais ajouter une louche dans ce qu'a dit Philippe Pascaud. S'il n'y a pas de Cour suprême, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Marine Le Pen, où je crois que c'est soit Tanguy. Il n'y en avait pas sous la 4e République. Il n'est pas de ma famille, soit Chenu, qui a dit qu'en réalité la Cour suprême non plus. La Cour suprême, c'était le peuple. Oui. Et le vote du peuple. C'est trop facile, ça. Ça s'entend. Mais le vote du peuple, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Le vote du peuple, au moment de l'émotion, il dit, avec Cahuzac, il faut que tous ceux qui ont été condamnés soient sortis de la vie politique et qu'ils soient inéligibles à vie. Mais on cumule. Est-ce qu'on n'est pas là dans une contradiction ? On cumule des dénis de démocratie. Donc effectivement, j'arrête pas de dire que les lois, on les pond tous les 4 matins, on fait des lois tous les 4 matins parce qu'il y a un fait divers, il y a ceci. Oui. Tout ça, c'est quand même les conséquences de l'affaire Cahuzac. Oui. Mais effectivement, les juges, vous avez dit qui décide qui va être élu. En tout cas, ils ont déjà décidé qu'ils n'allaient pas être élus. Ils ont fait le coup. Ils ont fait le coup à Fillon il y a 7 ans. Ils ont fait le coup à Fillon il y a 7 ans. Mais c'est insupportable. Écoutez, je suis désolé. Ils n'ont pas fait le coup à Fillon. Ils ont fait le coup à Fillon. Lui-même vient de proposer de rembourser l'argent qu'il avait volé. Mais est-ce que vous avez... Attendez, alors l'histoire Fillon, si vous voulez qu'on revienne là-dessus, c'est pas le sujet. On va pas revenir sur l'histoire Fillon. Mais enfin, 2 heures après la parution des Canards enchaînés, il y a une enquête. Enfin, c'est extraordinaire. Non, mais ça, c'est un autre problème. Comment vous pouvez dire... Comment vous pouvez dire... On va essayer de ne pas parler les uns sur les autres. Parce qu'à 3, on va battre les records, s'il vous plaît. De la révolution de 1971. Oui. Il y a la révolution de 71. Je la connais pas. Je connais celle de 68. Il y a le texte de la Constitution de 58. OK. Et puis, il y a ce qui s'est passé en 71. Ça s'est passé juste, comme par hasard, juste après le départ du général. Mm-hmm. Et le Conseil constitutionnel, qui a été d'ailleurs à l'époque présidé par un gaulliste historique... Roger Frey. Non. C'était pas... Yves Guénard ? Non. C'était Roger Frey ? Non, c'est plus tard, Yves Guénard. Non, c'était... c'est plus son nom. C'était en tout cas un gaulliste. C'est plus Palevski. Un gaulliste. C'est Palevski ou Frey ? Je crois que c'était. Mais je pense que c'est Frey, mais enfin, c'est peut-être Palevski. Dans tous les cas, tout le monde l'a oublié. Non, mais il ne devrait pas être oublié parce que justement, je crois que c'est Palevski. Je crois justement, là, c'est une innovation profonde. Ça a changé presque, je dirais. Et c'est quoi ? C'est la création ? C'est le juge constitutionnel. Sort de son rôle qui est simplement de vérifier la conformité à la Constitution des lois et des actes administratifs, mais il prend le pas sur le législateur. Il s'autorise à modifier des lois votées par le législateur. C'est donc un déni de démocratie qui a été, à l'époque, ça c'est passé. C'est passé, oui. Parce donc que c'est un précédent qui a autorisé... un aliment sur la pratique américaine. Ouais. Ça fait partie de l'américanisation de notre vie publique. Et à mon avis, ça c'est un déni de démocratie. Et aujourd'hui, c'est caricatural. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Alors, Philippe Pascaud. Attends, Tariq. Après, je réponds. Philippe et Tariq. Moi, j'estime que la loi doit être la même pour tout le monde. À partir du moment... Merci. Mais non, parce que vous êtes en train de me dire que les seules personnes qui peuvent juger les élus, c'est le scrutin. C'est l'électeur. Non. Si un élu a mis les doigts dans la confiture, il doit être condamné. Si tu es comptable et que tu truandes dans la comptabilité, tu es condamné parce que tu as truandé la comptabilité, mais on t'interdit de travailler dans un truc de comptabilité. Si jamais tu travailles avec des enfants et que tu touches des enfants, tu es condamné et on t'interdit de travailler avec des enfants. On est d'accord ? Et souvent à vie, d'ailleurs. Et souvent à vie. Donc si tu es élu et tu es responsable de l'argent de tes concitoyens et que tu truandes, je suis désolé, tu dois être puni et tu ne peux plus te présenter, point barre. Mais personne ne discute ça. Eh ben non, justement. Personne ne discute ça. Vous étiez en train de me dire que c'est pas au juge de décider. Ce n'est pas au juge. Eh ben, les élus, c'est pareil. Mais sauf qu'en l'espèce, moi, je conteste la notion même de truandage. Je dis qu'on a voté des lois n'importe comment et qu'on les applique de façon à gêner la démocratie. Mais si. Sont valables pour les gens de droite et aussi bien pour les gens de gauche. Excuse-moi. Moi, j'ai une nana de gauche là qui est mise en examen de façon aggravée qui s'appelle Chirikou, qui est une des assistantes précises de M. Mélenchon. On tape aussi bien à droite qu'à gauche.
gauche et la loi, malheureusement, est faite aussi bien pour des gens de droite que pour des gens de gauche. Mais j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais moi j'ai un problème parce que je suis désolé. Dali, ce sera le mot de la fin. Non, mais bon, alors, je vais revenir sur le gouvernement des juges. Il y a quand même quelque chose qui est insupportable. Vous croyez par exemple que les mères porteuses sont interdites en France ? C'est interdit en France. Oui. Eh bien, pas plus tard que la semaine dernière, je cite, le Conseil constitutionnel a confirmé une filiation établie légalement dans un pays étranger pour un enfant né d'une GPA sans aucun lien biologique avec le parent d'intention peut être reconnue en France. Oui. Donc vous croyez que les mères porteuses sont interdites en France parce que la loi les a interdites, mais elles sont autorisées de facto. Non, elles sont... Oui, mais c'est toute la nuance de la loi. C'est d'ailleurs c'est un super exemple. C'est les juges qui se mettent en travers de la législation française. C'est un exemple, c'est le dernier exemple, mais il y en a de nombreux et de plus en plus. Je dirais que le pouvoir, le cynisme des juges n'a plus de limite, y compris en France. Ça, c'est une importation américaine. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est effrayant. C'est effrayant ce qui se passe. Quand on pense que la loi, début de cette année, la loi sur l'immigration a été caviardée, a été déformée, a été, on peut dire, annihilée par un conseil constitutionnel, par M. Fabius, qui est en plus un multi-condamné. Alors ça, c'est quand même incroyable, je dirais. C'est ça le scandale. Ça, c'est un scandale. Juste le mot de la fin par rapport à ça. On ne peut pas critiquer une mondialisation que vous êtes, pour laquelle vous êtes tous pour. Je vais te prendre un exemple. bien précis qui s'appelle les normes de l'agriculture. En France, on n'a pas le droit d'utiliser un certain nombre de normes, et bizarrement, on a le droit d'importer des produits qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Il y a un problème qu'il faudra régler un jour ou l'autre. Mais c'est pas un problème des juges, c'est un problème de mondialisation. Et ça, c'est un système qu'il faudra gérer. Ou on fait du protectionnisme à outrance, comme aux États-Unis, ou on fait du libéralisme un petit peu trop ouvert, comme on le fait en France. Passionnant sujet. On est un peu sorti largement, mais globalement, le gouvernement on n'est pas loin de ce qui nous préoccupe. C'est le vrai sujet, au contraire. Ok. Allez, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques secondes pour les coups de gueule et les coups de cœur. À tout de suite, donc. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour, coup de gueule, coup de cœur. C'est Tariq Dali qui s'y colle en premier avec un beau coup de gueule. Tariq. Eh ben, je vais m'en prendre à une agence soviétiforme, mais bien française. C'est l'Arcom. Lorsque je dis que la France emprunte le chemin d'une dictature qui veut pas dire son nom, on me critique. Mais dans quel genre de pays décide-t-on de fermer une chaîne de télévision parce qu'elle ne plaît pas ? Là, vous parlez de C8. Nous avons des responsables, ou plutôt des irresponsables politiques, tous plus incompétents les uns que les autres, qui votent n'importe quoi et instaurent des comités théodules, des flics de la pensée. Et voilà où nous en sommes. L'Arcom, je me plains de l'Arcom qui veut interdire C8, mais je me plains aussi d'un certain nombre de défenseurs de C8 qui, comme dirait l'autre, quand on montre la lune du doigt, ils regardent le doigt. Ils mettent en avant, pour contester la décision, les 400 pertes d'emplois qui en seront la conséquence. J'en suis navré pour les futurs chômeurs, mais en regard du musellement de l'expression et de la pensée, comme dirait l'autre, c'est un détail. Le seul combat qui vaille est celui pour demander la dissolution de l'Arcom, institution qui n'a nul lieu d'être dans une démocratie. Si souci d'équilibre des temps de parole il doit y avoir, c'est dans les médias publics, financés par le contribuable, pas dans des chaînes privées. Je précise d'ailleurs que l'Arcom a réattribué le canal de C8 à Ouest France, qui d'une part a dit n'être pas prêt à ouvrir la chaîne, et qui plus est vient d'annoncer retirer ses contenus de X. Et pourquoi il retire ses contenus de X ? Non pas parce qu'on les fait taire, mais parce qu'on peut tout y dire. Voilà le boulot de l'Arcom. Ok. Alors maintenant, et si des responsables politiques soucieux de bien faire et de défendre la liberté d'expression sont en mal d'inspiration, qu'ils regardent chez Trump. Un certain Brandon Barr vient d'être nommé président de la Commission fédérale pour la communication. Sa première déclaration au début de la semaine a été celle-ci. La promotion de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion, qui est la seule préoccupation de cette agence, cessera dès 2025. Et il a dit qu'il ramènerait la mission de l'Arcom à celle qu'elle devrait être, de la FCC, à celle qui devrait être celle de l'Arcom, déployer le haut débit à 100% sur tout le territoire. Ok, merci. Ça, c'était un beau coup de gueule.
Et votre coup de cœur, c'est quoi? Coup de cœur, il va être beaucoup plus court parce que il découle un petit peu. C'est difficile d'aimer. Hein. C'est difficile. Ouais. Il découle un petit peu de celui-là, mais toujours de l'autre côté de l'Atlantique, mais cette fois-ci Atlantique Sud. Et c'est en faveur du président argentin Javier Milei, qui a participé. L'homme à la tronçonneuse. L'homme à la tronçonneuse qui a participé au G20 à Rio. Eh bien, il s'est désolidarisé d'un certain nombre de points du communiqué commun final. C'est-à-dire ? Entre autres, il a rejeté, je cite, la promotion de la limitation de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Ouais. Il a aussi rejeté l'idée, je cite toujours, qu'une plus grande intervention de l'État est le moyen de lutter contre la faim. Voilà, ce message est à l'adresse des incompétents au pouvoir en France qui, par l'intervention de l'État, de l'Europe, etc., ils ont tué au fil du temps le nucléaire, l'agriculture, et aujourd'hui ils sont en train de tuer l'automobile, qui s'inspire un petit peu de Javier Milei. Ok, parfait. Merci beaucoup. Yes. Alors, Jacques-Georges, vous commencez par un coup de gueule ou un coup de cœur? Moi, j'aime bien le combiné. Ok, très bien. Moi, j'aime le combiné. En même temps, si j'avais le temps, je ferais un coup de gueule contre l'Amérique et un coup de cœur pour l'Amérique, parce que je pense que les deux sont exacts. Ok. On peut faire ça d'ailleurs sur tous les sujets. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je suis capable, je crois, de le faire sur n'importe quel sujet. Et c'est un bon exercice. Hein. Si j'avais le temps, si j'étais prof d'université, j'enseignerais ça. La capacité d'inverser. Ça donne un petit peu... De regarder, d'avoir deux angles. Voilà, exactement. Je l'avais fait, pardon, je vous interromps, mais je l'avais fait une fois dans une émission où j'avais demandé, c'était pendant la première présidentielle, j'avais demandé à Christine Boutin de défendre Macron et de lui trouver plein de qualités. Ça n'avait pas été si facile. Hein. Je referme ma petite parenthèse. C'est bien, c'est anti-simplisme. C'est pas mal. Bon, bref. Okay. Alors, simplement une réflexion quand même un peu générale. Là, c'est beaucoup plus facile, on l'a déjà dit. Hein. C'est plus facile de trouver des coups de gueule que des coups de cœur quand on a la sensibilité qu'on a ici. Les coups de gueule, moi j'en ai 50 par jour. J'en avais un tout à l'heure en prenant mon train, en prenant le métro. J'en avais un hier soir lorsque je suis allé voir un film français subventionné par le CNC, hein, c'est-à-dire créateur de... Oh non, je préfère ne pas le donner. Mais enfin, c'est général. Ce qui est les films subventionnés par le CNC, le Centre National du Cinéma, hein, c'est quand même des fabriques... Financés par nos achats de billets. Absolument. Ce sont des fabriques de politiquement corrects et de navets. Hein. Je dois dire que les Français, la production française, c'est une forte proportion de navets, plus qu'ailleurs, grâce au CNC. Hein, pour ça, voilà. Plus de 500 c'est un champ de navets, exactement. Plus de 500 films produits en France par an. Hein. Absolument, oui, tout à fait. Moi, je suis pas mal au cinéma et je dois dire, je sélectionne. Mais même en sélectionnant, je dois dire 9 fois sur 10, je tombe sur des très mauvais. Donc votre coup de gueule et coup de cœur, c'est la difficulté. C'est le CNC, c'est l'interventionnisme, c'est le moraline, enfin c'est tout ce qu'on veut. Des coups de gueule, je peux en avoir aussi. Hier soir, j'ai été appelé en démarchage téléphonique par une nana qui me rappelait que j'avais fait de l'assurance vie il y a quelques années et me demandait si j'étais pas prêt à en refaire. Mais j'étais en train de faire tout à fait autre chose. Elle dit, madame, vous me dérangez. Mais alors, elle me dit, comme elle était sympa, elle avait une jolie voix, alors je dis, bon, quand même, je vais regarder. Alors, voilà. Alors, donc, vous prenez votre ordi, vous faites l'identifiant, vous ne l'avez pas, ben, je vais vous le donner. Mais alors, par contre, le code secret, ça, je ne l'ai pas. Ah, ben, c'est pas grave. Il suffit de faire votre code, d'oublier. Là, vous recevez, machin. Au bout d'une demi-heure, j'avais enfin accès à mon truc. Enfin, vous voyez, les coups de gueule comme ça. Non, mais j'espère que tu n'as pas donné ton code. Non, j'ai pas donné mon code. Non. D'ailleurs, je le connaissais pas. Eh ben, heureusement. Bon, bref. Tu raccroches quand quelqu'un fait ça. Alors, des coups de gueule, j'en ai tous les jours. Les coups de cœur, moi, à mon avis, c'est presque très difficile d'en trouver. Mais il y a deux astuces. Soit tu te replies sur le passé. Tu parles de Louis XIV, de Napoléon ou du général de Gaulle revu et corrigé, parce que c'est pas du tout le général de Gaulle que moi j'ai connu quand j'étais étudiant. Hein. Okay. Parce que ça c'est la première ficelle, la première ficelle, c'est le passé, ou bien alors carrément la rêverie. Alors là, il faut s'affranchir complètement de la réalité, parler de pâquerettes et du ciel bleu. Ça, c'est la seule possibilité. Parce que si tu te rapproches du réel, tu ne trouves pas de coup de cœur. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Mais si, quand même, je vais terminer sur un truc positif. Si ça peut t'arriver, tu n'es jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Par exemple, hier, j'ai découvert
un certain Jean-Baptiste Robin, qui est un compositeur de musique classique contemporaine, qui est vraiment pas mal. C'était une sorte de Philippe Glass français, je trouve que c'est plutôt bien. J'ai entendu une vidéo de Marcel Gauchet, je dois dire franchement, j'étais sur le cul. Et je dois dire franchement, c'est merveilleux. On a quand même encore de belles surprises en France, ça peut arriver. Voilà. Alors, je serai prof. Je vous mettrai une très bonne note en précisant que vous n'avez pas du tout traité le sujet, puisque plutôt que d'arriver avec un vrai coup de gueule et avec un vrai coup de cœur, vous avez fait une belle généralité intellectuelle, bien construite. C'était vachement bien. La prochaine fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jacques. Philippe Pasco, un coup de gueule, un coup de cœur. Moi, mon coup de gueule, je vais faire un peu court. Alors, il faut que vous sachiez que j'ai un ancêtre qui s'appelle Combes, qui a été l'initiateur de la loi 1901 modifiée. Le petit père Combes. Émile. Oui, c'est un de mes ancêtres, Et donc, j'en veux particulièrement un type en ce moment qui commence à vouloir changer des vieux, comment on appelle ça, les vitraux, des vitraux dans une cathédrale, qui est interdit de faire des photos, qui veut absolument faire un discours à l'intérieur de la cathédrale, alors qu'en fin de compte, les ecclésiastiques ne voulaient pas, qui voulaient absolument que ça soit à telle heure, parce que ça sera aux 20h, et ça sera pas en après-midi. Je dis, ce mec-là, j'en peux plus, moi. Je veux dire, tu te rends compte que même le pape, à cause de lui, ne viendra pas inaugurer une cathédrale en France. Bon, moi, ce type-là, c'est mon coup de gueule. Je veux dire, écoute, faut qu'il arrête, quoi. On en a encore pour combien de temps ? 2 ans, putain, les pommes. 2 ans. Voilà, c'était mon coup de gueule. Et mon coup de cœur... Votre coup de cœur. Je fais court, hein. Et mon coup de cœur, mais vraiment, ce type-là, il s'appelait Jupiter, il se prend pour Dieu, maintenant, en plus. Mon coup de cœur, c'est pour les ânes. Tout le monde baisse la tête ici. C'est génial, là. Mais moi j'adore les ânes, mais je trouve qu'il y en a un petit peu trop en ce moment. Il y en a qui s'occupent du mercanture, qui savent pas ce que c'est que l'agriculture. Il y en a qui s'occupent des finances, et enfin qu'on se retrouve avec 60 milliards de dettes. Il y en a qui pondent des lois qui sont inutiles et qui servent à rien. Il y en a qui travaillent que pour les riches et pas pour les pauvres. Tous ces ânes-là, je me gonfle un petit peu. Donc j'ai vraiment un coup de cœur pour une association qui s'occupe vraiment des ânes. Bravo. Qui s'appelle Adada, et que je conseille à tout le monde. Ils récupèrent des ânes, des pauvres ânes errants, des pauvres ânes qui étaient pour l'abattoir, des ânes qui n'avaient pas à manger, et ils s'occupent en privé, sans aide d'État et rien, de les aider. Donc je conseille vraiment d'aider cette véritable association d'ânes. Et il y a un site internet, Adada ? Oui, assoadada, @orange.fr. Super, merci. Et voilà, occupez-vous des vrais ânes, et laissons tomber ces cons d'ânes. Je ne dirai pas plus. C'est une rénovation de Schopenhauer, qui disait qu'on juge les hommes à leur attitude vis-à-vis des animaux. Et ça, je crois que c'est très profond. Je suis convaincu. Eh bien, je suis dans le même camp, moi qui ai 2 chiens et plein d'animaux et des hérissons dans mon jardin. Et moi, je vais bientôt avoir un âne que je vais appeler Macron. Oh, le pauvre. Et un bouc que je vais appeler Manu. Excellent. On espère des photos sur les réseaux sociaux. Messieurs, merci pour cette belle émission. Vous étiez 3, mais vous étiez vaillants comme 4 ou 5. On se retrouve dans 15 jours. On aura de beaux nouveaux sujets à aborder tous ensemble. À bientôt.